Et il est temps de prendre le pouls de la planète. C'est la séquence grand angle de ce 64 minutes. Ce mardi 22 avril marque la journée internationale de la terre nourricière, intitulée d'un événement placé sous l'égide des Nations Unies. Et c'est dire l'importance, l'urgence de la problématique. Ban Ki-moon demande à tous les peuples du monde de s'exprimer au nom de la planète. Elle est notre unique foyer, rappelle le secrétaire général de l'ONU. On va en parler dans un instant avec nos invités, Hervé Letreut et Jacques Mazurel. Mais d'abord, ce message peut-il être entendu partout? Prenez la Chine. La première économie du monde est un des pays les plus pollueurs au monde. Croissance à marche forcée, industrialisation quasi exponentielle. Le pays produit et donc pollue. Et pourtant, sur le papier, Pékin affiche son volontarisme écologique. David Gilbert. Le mois dernier, le Congrès national chinois déclarait la guerre à la pollution. Il n'aura pas fallu attendre longtemps puisque cette semaine, une nouvelle loi environnementale doit être adoptée. La dernière date d'il y a 25 ans et était loin d'être efficace. La loi actuelle rend la pollution par les entreprises peu coûteuse et la protection de l'environnement chère pour les autorités. Si le projet de révision est adopté, il permettra de combattre durement ceux qui essayent de s'en sortir en abîmant l'environnement. La nouvelle loi renforcera en effet les moyens de sanction contre les industries polluantes et leurs dirigeants et ira même jusqu'à préserver des zones protégées de tout développement industriel. Concrètement, les autorités pourront fermer des usines et même les confisquer. Le plafond des amendes qui existe aujourd'hui sera supprimé. Enfin, l'article le plus controversé a bien été intégré à la réforme. Il permettra aux ONG d'attaquer en justice les pollueurs. Une révolution accueillie favorablement par les citoyens chinois. Les nouvelles règles rendront les individus et les organisations plus responsables des violations de l'environnement. C'est très important pour tout le monde, notamment pour la qualité de l'air et de l'eau. Si l'environnement peut être protégé, notre vie sera meilleure. Peut-on affirmer que l'environnement a désormais la priorité sur l'économie en Chine? L'avenir le dira, mais les autorités semblent en tout cas avoir pris le problème en compte. D'autant que certaines études évoquent le chiffre de 500 000 décès prématurés par an dans le pays dû à la pollution. Et nous sommes en ligne avec Hervé Letreut, climatologue et membre du GIEC. Le GIEC, c'est le groupement intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Un groupement de scientifiques qui a publié un rapport accablant pour l'humanité. C'était il y a quelques jours. Hervé Letreut, bonjour. Bonjour. Alors, si on en croit le rapport du GIEC, l'homme, l'activité humaine est responsable de 95% du réchauffement climatique. C'est une fatalité? Disons que ce qui est une fatalité, c'est qu'on émet des gaz à effet de serre dont la durée de vie atmosphérique est très longue. Le CO2, le principal de ces gaz qui est émis par la combustion des hydrocarbures, du charbon, du pétrole, du gaz naturel, reste, alors ça, durée de vie reste une centaine d'années dans l'atmosphère. Donc c'est des émissions qui engagent le futur de manière extrêmement forte puisqu'il y a un effet de cumul. Et ces gaz-là provoquent un petit peu comme une vitre qui empêche qui laisse la voiture se réchauffer au soleil. On a cette couche de gaz à effet de serre qui va laisser la planète se réchauffer au fil des décennies qui viennent. Donc on a effectivement des actions qui engagent le futur de la planète et dont il faut se prévenir dès maintenant. Alors, est-ce que c'est l'homme qui est l'unique responsable? On parle du grand retour de El Niño. C'est une masse d'eau chaude qui se trouve en ce moment sous la surface du Pacifique. Est-ce que ça pourrait pas avoir aussi des conséquences prévisibles? Alors, on est dans une phase intermédiaire où toutes ces émissions de gaz à effet de serre qui se stockent provoquent un réchauffement dont on voit des signes visibles, mais qui correspondent à des évolutions lentes, des évolutions à l'échelle des décennies. Par exemple, dans les régions polaires, par exemple, où le réchauffement là est très clair, où la banquise arctique est en train de fondre, où le Groenland est en train de fondre. Donc on a des évolutions à moyen terme. Superposées à ça, on a aussi des fluctuations d'une année sur l'autre ou d'une décennie sur l'autre, qui sont des fluctuations parfaitement naturelles, qui peuvent être éventuellement transformées par le changement climatique, mais d'avoir des années avec El Niño, ça fait beaucoup d'années qu'on n'a pas vu un El Niño très fort, et cette année on en voit les prémices, on verra s'il se développe, et quand il est là, effectivement, il a des conséquences régionales très fortes, c'est des eaux chaudes dans le Pacifique de l'Est, avec des conséquences sur l'Amérique du Nord, du Sud, sur l'Australie, où il y a souvent des incendies à ce moment-là. Donc on verra ce qui se passera cette année, mais il ne faut pas opposer en fait les fluctuations
dues à l'activité humaine et des fluctuations souvent plus rapides qui sont d'origine naturelle. Alors, quelles sont les limites? Est-ce qu'il faut se dire que plus 2 degrés, c'est une limite qu'il faut se fixer? Plus 3, plus 4, plus 5 degrés à l'échelle de la planète? Je crois que la limite, c'est la limite, c'est ce qu'on pourra faire. Il faut essayer d'être actif, de prendre ces problèmes-là au sérieux. Effectivement, il faudrait, pour réussir à stabiliser le système climatique, diminuer par 3 les émissions de gaz à effet de serre. Si on n'arrive pas tout à fait à ce stade-là, on aura quand même fait œuvre-utile. Mais c'est vrai que l'objectif, si on voulait vraiment stabiliser le système climatique, est extrêmement ambitieux. Et alors il y a une conférence à Paris en 2015 où à la recherche d'un accord mondial pour essayer d'avoir un plan concerté où à la fois les pays européens, mais aussi des pays qui jusqu'à présent ne sont pas engagés à diminuer leurs émissions, comme les États-Unis ou la Chine, prennent des engagements. Je crois que c'est important qu'il y ait une prise de conscience à l'échelle globale. En même temps, c'est vrai, les enjeux sont difficiles. Et il n'y a pas que le problème du climat, il y a aussi à côté celui du maintien de la biodiversité, celui du maintien aussi de relations équitables entre différents pays ou à l'intérieur d'un même pays entre différentes populations. Donc tout ça dessine un paysage un peu compliqué, mais ce qui est certain, c'est que on est face à des enjeux qui sont extrêmement forts. Hervé Le Treut, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous en direct depuis Grenoble. Alors voilà pour le constat. Quelles seraient les solutions? Quels seraient les remèdes? On va poser la question à Jacques Mazurel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président d'honneur du collectif Sauvons le climat. On l'a entendu, en 2015, grande réunion internationale sur le climat. Quels devraient être les axes de réflexion de tous les pays qui vont participer à cette conférence? Écoutez, c'est de réfléchir sur les moyens, je pense, que l'on peut mettre en œuvre, qui peuvent être mis en œuvre pour cesser, ou du moins réduire, le réchauffement climatique, comme vient de le signaler M. Le Treut. Ces moyens sont extrêmement divers, mais ils ont une limite, c'est leur coût. On ne peut pas faire n'importe quoi. Les ingénieurs sont très imaginatifs, on a plein de solutions, mais il n'y en a que quelques-unes qui sont à notre portée au point de vue économique, faute de quoi on risque d'aller traverser des périodes extrêmement difficiles. Alors on va être un peu concret. On a vu le cas de la Chine, par exemple. La Chine qui est un pays en pleine expansion économique. La Chine qui utilise beaucoup d'énergie, d'usines qui utilisent du charbon comme énergie. C'est une énergie très polluante, mais peut-on demander à la Chine d'arrêter d'utiliser le charbon au risque de freiner son économie, justement? Le problème, c'est que tout ça ne se passera pas rapidement. Il faut aller le plus vite possible. L'objectif, comme le signalait M. Le Treut, c'est d'arriver à ne pas réchauffer la planète de plus de 2 degrés d'ici à 2050. Alors, je pense qu'il faut résumer les moyens. Au fond, d'où viennent ces gaz à effet de serre? Ce gaz carbonique que l'on mentionne, essentiellement de l'usage abusif, en quelque sorte, de carburants fossiles. Charbon, pétrole et gaz. Le problème est donc, et c'est le problème de la Chine, le problème est donc comment se passer, c'est le problème du monde entier, comment se passer des énergies fossiles. C'est le fond du problème. Et alors, il y a des alternatives, des énergies alternatives? Oui, alors il y a d'une part des moyens à prendre pour économiser l'énergie, il y a d'autre part des énergies alternatives et d'autres choses. Alors tout ça est extrêmement, il y a une panoplie de moyens qui sont considérables. Il y a des moyens qui concernent essentiellement l'habitat et les immeubles. Bon, là, construire plus durable. Construire de manière plus durable. Encore une fois, il faut faire attention de ne pas faire n'importe quoi. Parce que si on veut faire des glaciers, des bâtiments parfaitement isolés, ça va coûter extrêmement cher. Donc, il faut savoir s'arrêter à un niveau donné et agir à un niveau supportable au point de vue économique. Mais d'un autre côté, arriver à trouver des moyens de chauffage qui eux-mêmes sont plus compétitifs que ceux qui sont utilisés. C'est-à-dire des moyens de chauffage qui essentiellement ne font pas appel aux carburants fossiles. Bon. Pour cela, donc, isolation, utilisation des énergies renouvelables thermiques, qu'on utilise beaucoup trop peu, utilisation de la géothermie. Un exemple. Les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, d'accord. Les pompes à chaleur. La géothermie, c'est aussi par les pompes à chaleur d'ailleurs.
et surtout développer dans le chauffage l'usage de l'électricité, à une condition, c'est que on y reviendra tout à l'heure, c'est que l'électricité soit elle-même produite sans brûler du charbon. C'est un peu le serpent qui se mord la queue quelque part. Oui et non, oui et non, oui et non, parce qu'on a des moyens. Hein. On a des moyens de produire de l'électricité, si vous voulez, je vous répondrai après. Dans le domaine des transports, c'est un petit peu la même chose. On peut là aussi améliorer le rendement des véhicules en hybridant, c'est-à-dire en mettant des moteurs électriques. En faisant des voitures qui marchent à la fois à l'électricité. Bon, il y a des tas de solutions. On peut utiliser des biocarburants, mais pas n'importe lesquels. Il faut faire attention de ne pas utiliser des biocarburants qui vont affamer la planète. D'accord. Là encore, c'est un casse-tête. Ce sont des casse-têtes, mais c'est relatif. Ce qu'il faut, c'est une volonté. C'est pas si compliqué que ça. Ensuite, vous avez les problèmes de toute l'industrie. Bon, dans l'industrie, on peut également réduire les consommations, les émissions de gaz à effet de serre en utilisant de l'électricité et en brûlant davantage de biomasse. Donc on voit qu'il y a un panel de solutions. Toutes ces solutions, finalement, font appel à un usage beaucoup plus intensif de l'électricité. L'électricité, au fond, c'est un vecteur énergétique qui peut servir à peu près à tout faire. Donc le problème revient essentiellement à produire de l'électricité sans rejeter de gaz à effet de serre. Donc pour vous, c'est l'équation des équations. Il faut trouver cette solution. Je caricature un tout petit peu, mais si vous voulez, ce sur quoi j'insiste, c'est que l'électricité a un rôle de premier plan à jouer. Et l'essentiel, parce que c'est l'énergie de substitution la plus disponible, enfin la plus facile à utiliser pour remplacer les carburants fossiles. D'un autre côté, les Verts vous diront, pour l'instant, le moyen le plus économique de produire de l'électricité, c'est le nucléaire. Et le nucléaire, c'est pas possible. Comment on fait ? Ça, c'est eux qui le disent. Parce que vous parliez de la Chine. La Chine a une 50aine de centrales nucléaires en construction. Et ils en ont d'autres. Il y a des possibilités de développement du nucléaire qui sont tout à fait considérables. Il ne faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, il y a 450 centrales qui tournent dans le monde. Il y a eu 2 accidents. Les causes sont bien précises. Ce n'est pas le système qui est en cause, c'est la façon dont on l'a utilisé et quelques fautes techniques. Mais enfin, le fond du problème, c'est que ça marche. Et qu'on est capable de construire beaucoup d'autres centrales. Ceci dit, je ne veux pas dire qu'il n'y a que le nucléaire. Je vais parler des économies d'énergie, mais il y a également donc le développement de la biomasse, le développement de la géothermie, et puis surtout les économies d'énergie qui peuvent être faites également. Donc il n'y a pas une réponse simple. J'insistais sur le nucléaire parce que son rôle, puis c'est un petit peu polémique, son rôle nous paraît extrêmement important. Mais il y a, au fond, une panoplie de solutions. Le problème, c'est d'arriver à motiver, à faire comprendre et pour les mettre en œuvre. Tout est question donc de motivation, de volonté, à la fois politique et de l'opinion. Merci beaucoup, Jacques Mazurel, d'avoir répondu à nos questions.